Question, oui. Réponse. Vous avez le rapport complet devant vous. Alors oui, ce sont les conclusions des trois. Question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la conclusion du docteur Van der Weert, qui est un spécialiste des tissus, des fibres et textiles, où il mentionne dans le rapport, à la page 5 du rapport, donc paragraphe 5, il précise la chose suivante. Le t-shirt ou l'état du t-shirt est impeccable, surtout à la lumière du fait qu'il a été enterré il y a de nombreuses années. Et concernant sa conclusion au paragraphe 6.2, la page 6 du rapport, donc vers la fin, il est dit que l'état global du t-shirt exclut l'usure et la déchirure. Donc, à deux occasions, votre collègue a fait référence à l'état impeccable du t-shirt, surtout que ce t-shirt aurait été enterré depuis des années. Le juge président, comment est-ce qu'il peut répondre à une question comment peut-il répondre au sujet de questions qu'il n'a pas, ou sur des choses qu'il n'a pas écrites lui-même, qu'il n'a pas rédigées lui-même? Maître Knopp, certes, Monsieur le Président, mais le professeur nous a informé à l'instant qu'ils en ont discuté entre eux. C'est ce que j'ai compris de sa réponse. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez parlé à votre collègue, le professeur Van Weder, de cette conclusion? Réponse, non, je ne lui ai pas parlé de cela. Question. Dans la partie du rapport qui a été rédigée par vous, c'est-à-dire le paragraphe 6.1, page 6 de ce rapport, monsieur le professeur, les analyses des traces biologiques et d'ADN. First of all, examined this. Tout d'abord, vous avez examiné ce t-shirt pour des traces de sang et vous avez dit cette enquête n'a pas révélé de traces de sang. C'est la première ligne du paragraphe 6 du premier rapport. Ma question, réponse du témoin, oui. Question. Ma question est la suivante. Quelle est la valeur probante que l'on peut accorder ou attribuer à cette mention? Aucune indication, rien ne révèle. Est-ce que c'est un degré élevé, un degré faible? Est-ce que c'est une valeur probante faible ou importante? Réponse. Je vais m'expliquer un peu. Nous avons fait des tests pour déterminer s'il y avait des traces de sang. Nous avons vu des taches suspicieuses sur le t-shirt. Et nous avons donc effectué des tests pour déterminer si c'était du sang. Et tous les tests étaient négatifs. Question. Très bien. Réponse, oui, c'est donc une information importante. Ma deuxième question concerne ce paragraphe, monsieur le professeur. Lorsque vous avez examiné la présence de cheveux ou de poils possibles, vous avez dit que ces échantillons de poils n'avaient pas été conservés avec le t-shirt. Est-ce que c'était la seule raison qui vous a poussé à ne pas effectuer de tests sur les poils potentiels? Réponse, nous pouvons uniquement effectuer des tests provenant d'une analyse ADN pour les comparer à un autre échantillon. Nous ne disposions pas de données qui nous permettent de les comparer à un échantillon ADN. Nous n'avons pas été en mesure d'établir un profil ADN et nous avons donc choisi de les conserver pour une analyse future possible. Question, donc vous n'avez pas retrouvé d'échantillon ADN? We could see this as an extremely low probability. Autosome. Réponse, non. En examinant ces poils, nous pouvions déjà prédire que une enquête aurait un effet négatif ou risquait de contaminer le poil en question. Question, avez-vous une raison de ne pas entreprendre un autre type d'examen? Réponse, non, nous n'avons pas de personne pour faire une comparaison. Question, très bien. Réponse, et nous n'avons pas reçu d'instruction de la part de l'ICPI non plus. Réponse, c'est exact. Question, merci monsieur le professeur. La dernière remarque concerne le paragraphe 6.1.
savoir qu'aucune conclusion ne peut être tirée du fait qu'il n'y a pas de personne putative qui aurait pu putative liée à la personne qui avait porté ce t-shirt. C'est la conclusion que vous tirez, n'est-ce pas? Réponse, oui. Peut-être cela nécessite-t-il un peu d'explication. Nous avons examiné les taches de sang sur le t-shirt et nous avons également examiné quelques échantillons autres que le t-shirt. Une personne qui porte un t-shirt, on s'attend à ce qu'il y ait des traces d'ADN sur son propre t-shirt. Nous avons donc sécurisé l'objet en question et nous n'avons pas pu extraire d'ADN sur ces portions du t-shirt à des fins d'analyse ADN. Nous n'avons donc pas tiré de conclusion sur la personne qui aurait pu porter ce t-shirt. Question, très bien. Monsieur le Président, nous demandons à la Cour de bien vouloir verser au dossier ce rapport. Le témoin, mais nous pourrions éventuellement procéder à une analyse des poils. Maître Knops, oui, bien sûr, c'est clair. Merci. Pour ma dernière question, je vais faire référence au rapport amendé, à la fin de ce rapport-là. Il s'agit de votre rapport du 13 mai 2015. Nous avons commencé par ce rapport au paragraphe 5. CIV OTP 0084 3936, page 3936. L'accusation vous a confronté aux résultats se rapportant aux victimes 3, 8 et 15 si je ne m'abuse, mais vous n'avez pas mentionné votre conclusion globale qui se trouve à la fin de ce paragraphe, à savoir que, si j'ai bien calculé, 12 sur les 15 victimes présumées ne correspondaient pas, ou les échantillons provenant de ces victimes ne correspondaient pas à des parents biologiques de disparus. Réponse est exacte. Question. Vous ne pouvez pas faire de correspondance. Est-ce que l'on pourrait transposer cela en conclusion empirique médico-légale? Est-ce que vous pourriez, partant de là, dire qu'en tant qu'expert, je peux certainement dire avec un certain degré de certitude, le témoin interrompant, c'est une exclusion. Question exclusion. Le président, Monsieur McDonald, Monsieur le Président, la réponse ne me gêne pas. Je veux simplement préciser que l'utilisation du mot victime, le président interrompant, bien. Monsieur McDonald, il s'agit des cadavres qui ont été trouvés dans une fosse commune. Je voulais simplement rappeler la Chambre parce que nous n'avons pas allégué que les 12 victimes sont mortes le 3 mars. Maître Knopp, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maintenant, je m'adresse à l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo. Maître O'Shea, vous avez la parole. Le juge président, vous en avez terminé. La défense de M. Biagoudé n'a plus de questions à poser. Maître Knops, oui. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup et merci à vous, Monsieur le Professeur, pour votre temps. Maître O'Shea, je serais surpris si toute la défense en avait terminé. Monsieur le Professeur Klosterman, est-ce que je prononce bien votre nom? Bien. Au sujet des titres, lorsque vous répondiez aux questions tout à l'heure, vous avez fait référence à M. Bakar, qu'on appelle communément Docteur Bakar à la Cour. Est-ce que c'est bien Docteur Bakar? Réponse, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. J'ai simplement pris les informations que nous avions dans nos sources. Le Président, mais nous le connaissons. Maître O'Shea, merci, Monsieur le Président. Vous avez à l'évidence beaucoup d'expérience en matière d'ADN, d'une manière générale.
Vous êtes un professeur universitaire, vous avez donc publié un certain nombre d'articles qui sont énumérés dans votre CV. Je constate que nombre de ces articles ont été rédigés par vous et quelqu'un d'autre, en collaboration avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez rédigé des articles seul? Réponse. Oui, oui, vous avez raison. La plupart des articles ont été écrits avec un collaborateur. Sinon tous. Question. Bien. Et quelle est la proportion d'articles qui sont parus dans des revues scientifiques? Réponse. Il s'agit dans tous les cas de revues scientifiques examinées par des pairs. Question. Très bien. Est-ce que l'un ou l'autre de ces articles concerne le problème avec lequel nous sommes aux prises, c'est-à-dire le problème de la comparaison d'ADN provenant de victimes présumées avec l'ADN de membres de la famille? Réponse. Oui, par exemple, l'article qui concerne le désastre du MH17. Question, vous parlez du crash de l'avion. Réponse, oui. Question, bien. Réponse, nous avons également rédigé un article qui est paru dans une revue néerlandaise. Question, bien. Question. Vous avez également évoqué 10 affaires devant des tribunaux néerlandais où vous êtes intervenu. Réponse. Oui, des analyses des liens familiaux. L'analyse des liens familiaux a joué un rôle dans ces affaires-là. Question, est-ce qu'il s'agissait de crash d'avion? Réponse, non. Question, de quoi s'agissait-il? Quelle était la nature de ces affaires? Réponse, non, non, je ne peux pas dire cela. Pour l'essentiel, il s'agissait d'un suspect qui, dont l'ADN correspondait à un élément de preuve et où la question était de déterminer s'il s'agissait du frère du suspect ou pas. Il a fallu donc comparer l'ADN du suspect à celui d'une autre personne. Des questions de ce genre. Question. Pour ce qui est des publications, vous êtes l'auteur de l'article qui numéro 10, donc, que vous avez co-écrit avec un collaborateur sur le système de justice pénale. Vous avez parlé d'une success story ADN. Dans cet article-là, quel était votre point de départ et votre conclusion? Réponse. Cet article était en fait une success story relative à des correspondances d'ADN. Nous nous sommes penchés sur le nombre d'affaires où il y a eu correspondance d'ADN dans des affaires de l'accusation et nous avons fait un rapport sur 50% des cas non résolus. Et nous avons fait un rapport, nous avons essayé de voir s'il existait d'autres éléments de preuve et nous avons essayé de mettre cela en perspective. Donc, dans combien d'affaires l'ADN a été très très utile en l'absence d'autres pistes ou d'autres éléments? C'était le message principal de cet article. Question. Je vois. Réponse. La correspondance d'ADN n'était pas une surprise dans toutes les affaires. Il y avait déjà des soupçons qui pesaient sur le suspect ou nous connaissions déjà la personne. C'est les cas où la correspondance d'ADN était une surprise étaient très rares. Question. Et dans ces affaires dans lesquelles vous êtes intervenu aux Pays-Bas, est-ce que vous aviez reçu des informations concernant les suspects avant même de procéder à des analyses ADN? La réponse, oui, parfois ça arrive. Parfois, c'est par les journaux, par les médias qu'on apprend l'identité des suspects. Question. En expliquant la procédure au NFI, vous avez dit qu'il y avait un contact par téléphone au début, ensuite un rendez-vous était pris et il y avait une rencontre avec des représentants en l'espèce de la CPI.
Savez-vous qui était présent lors de la rencontre avec la CPI? Réponse, les deux personnes que j'ai évoquées tout à l'heure. Madame O'Sullivan et Monsieur Reinhardt étaient là. Et je crois qu'il y avait essentiellement ces deux personnes lors de toutes les réunions. They took care of the material. Ils se sont occupés de ce qui était apporté par la CPI. Question. Mais ils ne participent pas du tout à tout le processus d'analyse scientifique. Réponse non, pas du tout. Ils ne sont pas NFI. Question. Est-ce qu'ils ont rédigé un rapport interne sur ce que la CPI leur avait dit? Réponse non, pas de rapport interne officiel. Ils laissent des informations. Question, est-ce que cette information est transmise à ceux qui participent au processus d'analyse scientifique? Réponse, oui. Oui, aux différents scientifiques. En général par un courriel. Question, est-ce que vous êtes au courant de ce que l'on appelle le préjugé cognitif? Le président, pouvez-vous expliquer à la Chambre? Le président, on sait ce que c'est. Si vous voulez qu'on vous l'explique à vous, d'accord. Maître Shea, je me plie au souhait du président. Le président, je voulais simplement signaler qu'on n'est pas un jury. Maître Shea, oui, le collège n'est pas un jury. Now, in terms of the actual process of... Question. Pour ce qui est du processus d'analyse de l'ADN, est-ce que vous avez participé personnellement au processus? Réponse non, pas personnellement. Question, quel est votre rôle alors? Réponse, mon rôle est de rendre compte par écrit sur le processus. Question, très bien. Réponse, le rapport est essentiellement rédigé par deux scientifiques, par moi-même et par un autre. Les autres scientifiques rédigent le rapport. Moi, je vérifie les résultats et puis je signe. Question. Vous avez expliqué comment on procédait à l'extraction de l'ADN. Puis on l'amplifie, puis on l'analyse. Réponse oui, oui. Question. Quand vous arrivez à la phase de l'analyse, quelle est la partie qui est faite par manipulation humaine et qu'est-ce qui est informatisé? Réponse. 99% du travail est fait par un ordinateur. Les personnes n'ont pas d'informations sur le dossier pour cette analyse. Les informations viennent d'un ordinateur et n'ont aucun lien avec le dossier auquel les profils sont attachés. Ils ne savent même pas qu'il s'agit d'une affaire CPI. Ils ne font que vérifier, analyser les profils. De temps à autre, ils procèdent à quelques ajustements de ce que fournit la partie informatique. Question. La technologie que vous utilisez dans cette affaire, c'est une technologie ancienne ou nouvelle? Réponse. Ancienne, c'est une technologie existante. Question. Est-ce que l'ordinateur produit des PGs, electropherograms. Des électrophérogrammes. Et un scientifique vérifie ces électrophérogrammes. Question. Ces électrophérogrammes, ce sont des graphiques? Oui. Réponse oui. Oui, ce sont des grands profils. On les appelle des grands profils. Donc, vous voyez tout cela représenté devant vous sous forme de graphique.
Question. Est-ce que de temps à autre, il y a des pics qui apparaissent et qui sont difficiles à expliquer? Réponse, oui, ça peut arriver. Question. Comme vous n'avez pas personnellement participé à l'analyse scientifique, vous ne pouvez pas confirmer si ce genre de choses s'est produit dans cette affaire. Réponse. Oui, tout ce qui a été fait manuellement, je le vois dans le profil. Si quelqu'un ajoute des informations dans le profil ou si quelqu'un en retire, moi je le vois dans le profil. Question. Avez-vous examiné ces électrophérogrammes vous-même? Réponse, je les ai vérifiés, oui. Merci. Quand vous dites que vous avez vérifié, c'est superficiel comme vérification? Réponse, non, c'est une vérification, oui. Et s'il y a des erreurs, c'est ça que je vérifie. Question. Donc, s'il y a des pics inhabituels dans l'électrophérogramme, vous auriez pu ne pas les voir? Réponse, je ne l'exclus pas. Question. Est-ce qu'il y a une explication au fait que les électrophérogrammes ne figurent pas dans le rapport? Réponse, c'est typique aux Pays-Bas. La loi néerlandaise nous interdit d'ajouter des profils à nos rapports. Mais nous remettons toujours les profils si nous avons une décision de la Cour à cet effet. Question. Est-ce que le bureau du procureur vous a demandé ces électrophérogrammes? Réponse. Si je me souviens bien, ça n'a pas été le cas. Pas encore. Could you, Question. Pourriez-vous aider la Chambre à comprendre quel type d'erreurs peuvent se produire dans l'analyse ADN de ce type de cas? Réponse. Il y a beaucoup de recherches sur les erreurs. Vous trouverez cela dans mon curriculum vitae, sous le point 9. Il s'agit des erreurs trouvées dans l'analyse ADN. Comment les erreurs se produisent? Je fais pas mal de travail sur la question. Il peut y avoir la contamination, il peut y avoir également des échantillons qui sont intervertis. and so far as Question. Pour ce qui est de la contamination, c'est une erreur qui peut se produire avant même la réception de l'échantillon par votre laboratoire. Et vous nous avez dit que à aucun moment vous ne participiez à la récupération de cet échantillon, seulement à la réception. Réponse oui. Question. Donc, vous ne pouvez pas, de façon tout à fait indépendante, affirmer qu'il n'y a pas eu de contamination. Réponse. Mais moi, je vois la contamination lorsque j'ai un profil ADN mixte. Et alors là, je vois qu'il y a une contamination. Sur la dent d'un cadavre, on aura normalement l'ADN d'une seule personne, pas un mélange. Si j'ai un mélange, je me dis, il se passe quelque chose. Est-ce que la contamination peut expliquer le résultat obtenu? Question. Vous avez expliqué que l'ADN qu'on avait obtenu d'une dent ou d'un os était de bonne qualité, mais que c'était faible.
Réponse, oui, la concentration en ADN est faible. Question, qui décide si la quantité est trop faible? Réponse, ça vient de données du passé. Donc, on sait, sur base de beaucoup de concentrations d'ADN, sur des différents échantillons, on sait quelles sont les concentrations qu'il y avait au départ. On a fait également du travail scientifique sur la question. Comme ça, on peut donner des explications plus claires sur ce que peut produire un échantillon en laboratoire. Question. Vous avez parlé d'une occurrence où il y avait un soupçon de mélange qui avait eu pour résultat un travail plus poussé et un autre rapport. Comment a-t-on remarqué qu'il y avait un mélange? Réponse. Ça, c'est une information qui vient de la CPI. Question. L'information de la CPI. Donc, si la CPI n'avait pas transmis cette information, est-ce qu'il aurait pu y avoir un mélange sans que l'on ne s'en rende compte de chez vous? Réponse. Ça dépend du scénario. Lorsque vous avez des fosses communes de masse, on peut prendre en compte le fait au départ qu'il pourrait y avoir des mélanges. Et puis, on pose la question, on demande si c'est possible, et donc nous sommes au courant de la possibilité. Question. Pour ce qui est de la détermination du sexe d'une personne, vous avez les chromosomes XX qui sont féminins, XY c'est masculin. Réponse oui. Quand vous prélevez un échantillon d'ADN, est-ce que vous avez des occurrences où il est difficile de trouver le chromosome Y, ou on ne le trouve pas du tout? Réponse, c'est possible. Dans le processus de quantification, il y a des individus masculins qui produisent un type féminin. C'est rare, mais ça, c'est possible. C'est pour ça que l'on fait très attention dans nos rapports lorsqu'il s'agit de résultats basés seulement sur la quantification ADN. Question. Est-ce qu'il peut se produire des erreurs sur la détermination du genre d'une autre façon? Réponse oui, il y a des gens qui ont deux chromosomes X et un chromosome Y, ou un chromosome X et deux Y. Il est difficile de tirer des conclusions. On ne voit pas ça dans notre travail de profilage ADN, mais ça existe. Question. Est-ce que ça pourrait être le résultat d'erreurs informatiques? Réponse non, ça se passe au cours de l'amplification. Question, est-ce que ça peut être une erreur humaine? Réponse, mélanger les échantillons, c'est une erreur humaine. La contamination, c'est une erreur humaine, oui. Question. Est-ce que je peux vous demander d'expliquer une divergence qui se trouve peut-être dans le rapport qui concerne la détermination du sexe? Je fais référence au CEV-OTP 0084 3930, page CIV-OTP 0084 3935. Dans la section 4, là où on parle des résultats, quatrième ligne, on dit ceci.
Sur base des résultats de détermination de l'ADN, il a été déterminé qu'une des victimes, la victime 1, AAHJ 2572NL, était masculine, XY. Donc, la victime 1, AAHJ 2572NL, était de sexe masculin, XY. Et puis, dans le document CIV OTP 00886 1261, page 00861 1268, il y a une référence au 4e paragraphe à une dent. Et on dit détermination d'ADN de la dent AAHJ 2618NL a permis de déterminer un profil ADN féminin. Ce profil ADN correspond au profil ADN déterminé antérieurement de la victime 1, AAHJ 2572NL. Ce que l'on dit ici, que cette dent appartient probablement à la victime 1, c'est bien? Réponse oui. Question, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on dit ici que la dent permet de déterminer un profil ADN féminin, et dans le rapport précédent que j'ai cité, on explique que la victime AAHJ 2572NL est de sexe masculin? Réponse. Ces deux rapports ne correspondent pas. Donc, il faut que je consulte les résultats originaux pour voir de quoi il s'agit. Mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Je suis d'accord avec ça. Question. Est-ce que ceci démontre que de temps à autre, les rapports contiennent des erreurs? Que c'est quelque chose qui peut se produire de temps à autre? Réponse oui. Would you accept? Question. Pour un indépendant, qu'il s'agisse d'un scientifique, qu'il s'agisse d'un avocat, qu'il s'agisse d'un juge, pour analyser ces résultats ADN, il faudrait avoir non seulement le rapport final, mais également l'électrophérogramme. Je vois que vous hochez la tête, mais il faut que l'on puisse se consigner. Réponse. Quelle est votre question exactement? Le président, si on arrive à la lire. Question. Eh bien, si l'on admet que dans un rapport final, il peut y avoir des erreurs. Ici, nous sommes dans un tribunal, donc nous sommes des individus indépendants qui voyons les choses de l'extérieur. Nous n'étions pas là lorsque les analyses ont été faites et on n'y comprendrait rien de toute façon. Voici ma question. Pouvez-vous admettre que les électrophérogrammes Réponse, c'est les électrophérogrammes. Question, les électrophérogrammes devraient être associés au rapport pour avoir une analyse indépendante.
pertinente. Réponse, oui, je suis d'accord avec vous. Les électrophérogrammes contiennent les éléments clés de ces identifications. Mais ces électrophérogrammes doivent être lus par les personnes pertinentes, c'est-à-dire des scientifiques qui savent de quoi ils retournent. Et si nous recevons un ordre de la Cour, nous transmettrons bien volontiers ces profils ADN pour une deuxième analyse indépendante. Question, oui, mais ce n'est pas votre faute, il n'y a pas eu de demande. Now, in terms of the preparation... Question. Pour ce qui est de la préparation du rapport dans cette affaire-ci, si je vous ai bien compris, votre rôle était essentiellement de supervision. Vous n'avez pas rédigé le rapport. Réponse non. Le président, mais vous l'avez signé, donc vous êtes responsable. Réponse, je suis responsable, en effet. Question. Et en signant ces rapports, en fait, vous confirmez, puisque vous êtes superviseur, vous assumez la responsabilité de ce rapport, mais vous ne dites pas que vous êtes certain qu'il n'y a pas d'erreur dans le rapport. Réponse. Vous voulez bien répéter la dernière phrase? Question. En signant le rapport, vous ne garantissez pas qu'il n'y a pas d'erreur. Réponse. On ne peut jamais garantir qu'il n'y a pas d'erreur dans un rapport. Question. Au cours de votre témoignage, vous avez dit que l'échantillon de population que vous avez prélevé, alors si j'ai bien compris, cela venait de la population néerlandaise. Réponse oui. Question. Oui. Pouvez-vous admettre qu'il se pourrait qu'il y ait des différences en matière de coefficients lorsqu'il s'agit d'une société géographique à opposer à une autre? Réponse, oui, c'est un fait. Ça n'est pas non seulement accepté, c'est un fait. Question. Est-ce qu'il y a eu des études sur les sociétés de petite taille et les répercussions de l'analyse ADN dans ce contexte-là? Réponse oui. Dans les sociétés où il y a un facteur élevé de consanguinité, il y a des résultats différents. Question. Le procureur. Mes excuses, Monsieur le Président, nous passons à un autre sujet, mais nous sommes près de la pause déjeuner. Peut-être que l'expert pourrait examiner les divergences qui ont été évoquées par mon éminent collègue afin qu'il puisse expliquer la question féminin-masculin. Le Président, il peut toujours demander à examiner le matériel. C'est à l'expert de répondre au mieux de ses connaissances. Je ne sache pas qu'il soit nécessaire de lui dire ce qu'il doit faire. Monsieur Demirjian, oui, mais je pense qu'on en est resté là et on est passé à autre chose. C'est quand même une question qui reste dans l'air. Il me semble tout à fait juste à l'égard du témoin de pouvoir expliquer pour avoir un tableau complet. Donc il pourrait peut-être examiner ça pendant la pause.
le président, monsieur le procureur, vous aurez la possibilité de l'interroger de nouveau plus tard et vous pourrez l'interroger sur ce sujet. Mais il me semble que maintenant, c'est la parole à la défense. Et la défense interroge sur les sujets qu'elle veut, ceux qu'elle considère comme pertinents. Monsieur Demergent, très bien. Le président, dans 5 minutes, nous allons faire la pause déjeuner. Maître Knops, oui, monsieur le président, mais j'aurais préféré que cette intervention ne se fasse pas au milieu de mon interrogatoire. Le président, je l'ai déjà dit. Il n'est donc pas nécessaire d'insister. C'était le but de mon intervention. Maître Knops, je vous prie de m'excuser, je n'avais pas entendu, monsieur le président. Question. Donc, on parlait des études qui avaient éventuellement été menées à bien sur les sociétés de petite taille. Et la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que ces études ont démontré d'une façon ou d'une autre que l'analyse ADN pouvait produire des correspondances positives pour des gens qui, d'un point de vue technique, ne sont pas liés par le sang dans ces sociétés-là? Réponse. Ceci n'est vraiment pertinent que quand il y a vraiment un haut degré de consanguinité au sein d'une population. Et je n'ai aucune information sur ce sujet. Est-ce que vous avez des informations à cet effet? Question, non, monsieur, je n'en ai pas. Je me fonde sur votre expertise. Réponse. Quand il y a un haut degré de consanguinité dans une société, dans une population, ça change les résultats. Ça a un effet affaiblissant sur le coefficient. On peut, bien entendu, prendre en compte des formules sur la consanguinité au départ, mais il faut avoir les informations. Question. Permettez-moi de me concentrer pendant quelques instants sur le mot relatives, la parentèle. Il y a le père, la mère, les enfants. Ça, c'est la ligne la plus directe. Puis il y a les sœurs, les frères, les oncles, les tantes. Sœurs, frères, oncles, tantes. Est-ce qu'on aura des correspondances ADN? Sans profilage d'ADN formel, l'interprète se reprend, sans profilage ADN autosome. Ces relations sont plus difficiles à déterminer. On n'a pas alors le bon instrument. Il faut alors passer à une typologie sur les chromosomes Y. Le profilage ADN autosome est idéal pour les relations de premier degré et pour les frères et sœurs. Quand on va au-delà de cela, il faut utiliser une autre méthode de détermination pour prouver qu'il y a des liens de sang entre certains individus. Question. Est-ce qu'il peut y avoir une correspondance ADN entre un oncle et son neveu? Réponse. Pour un profil ADN complet, c'est très peu probable. La correspondance entre deux frères est également extrêmement peu probable si ils ne sont pas identiques. Maître Knops, on peut faire la pause, Monsieur le Président. Le Président, nous allons faire la pause déjeuner. Nous reprendrons à 14h15, dans 1h30, et nous aurons probablement terminé au cours de l'heure et demie suivante. Je vous remercie.